Au cours des 3 dernières conférences, on a fait l'histoire de l'enseignement de l'écriture cunéiforme pendant presque 4 millénaires, c'est-à-dire dès le début du 2e millénaire avant, en Babylonie, jusqu'au fin du XXe siècle, en Angleterre et en Allemagne. On a vu que largement, les méthodes d'enseignement n'étaient pas bien adaptées aux besoins de la plupart des gens. Maintenant, dans la dernière conférence de la série, je pose la question « Et quoi maintenant ?» Qu'est-ce qu'on doit faire à cet égard? Tout d'abord, il faut demander « Est-ce qu'il y a un vrai problème si aussi peu de jeunes veulent apprendre le cunéiforme aujourd'hui? Quelle est la valeur des études cunéiformes dans le monde moderne? Deuxièmement, et de façon connexe, qui sont les étudiants potentiels auxquels nous ne parvenons pas? Quels sont leurs intérêts et leurs besoins? Quels sont les obstacles et les défis auxquels ils sont confrontés? Puis, je vais considérer la question sous un autre angle, c'est-à-dire la vraie essence de l'écriture cunéiforme. Des théories et des méthodes de linguistique peuvent nous aider à mieux comprendre cette question. En même temps, les débats actuels à propos de l'enseignement de la langue latine peuvent stimuler des nouvelles approches des langues du Moyen-Orient ancien. Je vous propose comment utiliser et adapter des outils numériques existants pour mettre ces idées en pratique. Il y a toujours de bonnes raisons pour étudier les écrits des civilisations, qui étaient parmi les plus anciennes du monde, mais aussi parmi les plus méconnues. Même de nos jours, presque 200 ans depuis les premières découvertes de Claudius Rich, de Paul-Émile Botta, etc., autour de Mossoul, il existe toujours, au moins dans le monde anglophone, l'idée fixe que les vraies origines de l'histoire se trouvent encore en Grèce et à Rome. La phrase anglaise « the ancient world », le monde antique, signifie toujours l'époque soi-disant classique, comme vous voyez ici au site internet de Oxford University Press, que l'histoire ancienne commence dans le 15e siècle. Le fait que l'histoire du monde est en effet 2 fois plus longue qu'on pensait il y a 2 siècles n'a pas complètement pénétré dans le monde universitaire ou la compréhension publique. Il faut toujours contester cette mauvaise hypothèse avec des faits, avec des preuves, avec raison. En même temps, dans les derniers 5 ans de guerre dans le Moyen-Orient, il est devenu en vogue de parler des objets et des sites archéologiques de la Syrie et de l'Irak comme patrimoine mondial. Dans une certaine mesure, ce discours est utile pour sensibiliser les politiciens, les décideurs et la grande public aux risques et dommages actuels infligés aux vieux bâtiments par le conflit. Et aujourd'hui en particulier, on espère que le monde pleure la destruction par Daesh de la grande mosquée à Mossoul hier soir et comprend l'énorme importance de sa perte. Malheureusement, il y a 3 grands problèmes associés avec cette idée de patrimoine mondial au Moyen-Orient. Tout d'abord, l'accent est mis sur des restes qui ressemblent le plus aux ruines classiques, c'est-à-dire de la Grèce et de Rome. Notez par exemple que Palmyre, avec ses colonnes et ses temples en pierre, a reçu beaucoup plus d'intérêt dans les médias anglophones que Nimrud pendant les derniers 3 ans. Deuxième, l'effacement des intérêts et des connaissances locaux, des publics autant que des experts, a permis de parler d'enlever des antiquités à l'ouest pour les sauvegarder, au lieu d'améliorer les états actuels. Finalement, on continue à ignorer que ces objets et ces sites ont une histoire écrite,
trouvées sur les tablettes d'argile dans les inscriptions cunéiformes. En cette manière, l'illusion de l'absence de l'histoire ancienne du Moyen-Orient est entretenue. Dans le cas où vous pensez exagérer, je vous présente des exemples des journaux britanniques, des jours après l'apparition de la vidéo de Daesh qui a démontré la destruction des objets dans le musée de Mossoul, au début de mars 2015. Certains exemples particulièrement flagrants du sentiment de droit et de propriété ont émergé de certains quartiers. Par exemple, Boris Johnson, qui était à ce temps toujours le maire de Londres, a écrit un article pour le journal The Telegraph le 15 mars 2015. Johnson a affirmé qu'il était prêt à porter des armes en défense de l'Empire assyrien. Johnson est bien connu pour son intérêt pour le passé gréco-romain, mais c'était la première fois et la seule fois que je l'ai vu exprimer un intérêt, même une opinion, à propos du passé non classique. Ce qui est particulièrement frappant dans cette pièce, c'est qu'il considère l'Antiquité du Moyen-Orient comme essentiellement la nôtre, c'est-à-dire britannique. D'une part, il y a des héroïques explorateurs victoriens qui ont sauvé les antiquités du Moyen-Orient pour le British Museum, et d'autre part, il y a aujourd'hui les iconoclastes rampants. Il n'y a pas de place dans cette histoire de Johnson pour les musées irakiens, les experts universitaires irakiens, les membres instruits d'un public irakien, les familles irakiennes qui aiment simplement aller faire un pique-nique à cet endroit beau et calme. On pourrait s'attendre à une telle réponse d'un politicien de droite. Pourtant, on a également vu des vues similaires de l'autre côté du spectre politique. Le lendemain, c'est-à-dire au mi-mars 2015, le critique d'art, Jonathan Jones, a mis dans le Guardian, c'est un journal à gauche, qui se soucie de la destruction de la tombe de Saddam Hussein quand Daesh efface les empires. Il continue, nos musées ont le courage de protéger notre précieuse histoire. Mais ce même homme, seulement un an plus tôt, avait écrit dans le même journal que l'Égypte et la Grèce étaient des civilisations, Assyrie n'était pas. L'art assyrien est maudit par le sang qu'il fait. Il lance un sort maléfique. Vous voyez exactement combien Jonathan Jones a adoré l'Empire assyrien avant que Daesh ne l'attaquât avec ses marteaux. Notez également que cela concerne les critiques de l'art et non les historiens. Les médias britanniques restent ignorants et indifférents du fait que l'Assyrie possède son propre histoire écrite et riche. Pourquoi est-ce important pour les historiens de l'Antiquité, comme nous, pour ceux d'entre nous qui veulent enseigner le cunéiforme? Parce que les politiciens et les décideurs font attention aux médias. En conséquence, ils ont, à juste titre, créé de nombreuses opportunités pour les archéologues de répondre à la crise du patrimoine culturel au Moyen-Orient. Par exemple, cette initiative du gouvernement britannique finance le patrimoine bâti et le patrimoine immatériel, mais pas le patrimoine écrit. Comme nous le savons tous, il existe maintenant un grand nombre de projets qui numérisent, qui documentent les sites archéologiques et les collections de musées menacées et détruites. Dans les régions du nord de l'Irak, récemment libérées des terroristes de Daesh, il voit également un nombre croissant d'initiatives pour consolider et restaurer les bâtiments et les ruines endommagées. Tout cela est exactement comme il se doit.
Tout cela est un grand bien public, mais parce que les politiciens et les bailleurs de fonds ne comprennent pas que le Moyen-Orient ancien a également une histoire ainsi qu'une archéologie, on a un déséquilibre majeur. Le patrimoine matériel de l'Irak et de la Syrie est sauvé, mais pour qui? Qui rédigera l'histoire de ces lieux, des publics locaux et les publics mondiaux? C'est sûrement notre travail en tant qu'historien au Moyen-Orient. Mais il n'y a pas assez de nous. Et ce que nous faisons n'est pas assez reconnu comme une contribution à l'effort du patrimoine mondial. Nous avons donc 2 emplois urgents à faire si nous voulons que notre sujet prospère. Exposer notre casse en public à haute voix et à plusieurs reprises, que notre travail importe autant que le travail des archéologues. Et trouver et former plus d'étudiants rapidement afin que nous puissions mettre nos revendications en action. Je mettrai de côté la question du profil public et du lobbying politique pour l'instant, même si j'ai également une opinion forte de cette question. Et je me concentre maintenant sur la question du recrutement et de l'enseignement des prochaines générations d'étudiants de l'écriture cunéiforme. Donc, qui sont les étudiants qui nous manquent? Bien sûr, nous devrions continuer à attirer des étudiants ici à Paris et à Londres de la manière habituelle. Mais au cours des 5 dernières années, je suis devenue de plus en plus préoccupée par les inégalités structurelles des dernières décennies qui ont conduit à cette absence d'expertise locale que j'ai mentionnée il y a quelques minutes. Nous pourrions passer encore 1 heure à retracer les événements malheureux de l'histoire du Moyen-Orient qui ont tellement diminué les universités une fois formidables de la Syrie et de l'Irak. Mais mon mandat aujourd'hui est de me concentrer sur le présent. Alors, permettez-moi de vous parler de l'état actuel de l'histoire ancienne locale en Irak, en fonction de mes déplacements au cours des 5 dernières années. En octobre 2012, j'ai donné 2 conférences sur les mathématiques paléo-babyloniennes, la littérature sumérienne et la formation scribale dans la ville babylonienne de Nippur. En soi, ce n'était rien d'inhabituel. Ces sujets ce sont des sujets sur lesquels j'ai fait des recherches pendant plusieurs années. En fait, vous avez déjà entendu me parler de ce même contenu dans cette salle il y a 3 semaines. Ce qui a marqué cette occasion-là n'était pas tant le contenu de mes conférences que le contexte. Pour la première fois depuis la guerre de l'Irak en 2003, je suis rentrée dans le sud de l'Irak lui-même, à environ 30 km du site de Nippur, que j'avais visité pour la première fois 1 jour ou 2 plus tôt. Au départ, je n'avais pas été frappée que par le fait que j'étais devenue expert sur l'histoire de cette vie, ou au moins sur certains aspects de cette vie, au cours d'une décennie avant d'y mettre le pied. Mais, à mesure que ma visite continuait, je devenais de plus en plus conscient et mal à l'aise. Mon public connaissait peu et ce qui était en fait l'histoire locale. J'étais là, donner des conférences en anglais et pas en arabe, à des universités irakiennes, principalement les mathématiciens, et des étudiants universitaires qui étaient principalement des archéologues, sur leur propre patrimoine culturel et intellectuel. Ensuite, lorsque les gens m'ont demandé une lecture plus approfondie,
Je pourrais leur donner un article récent qui a été traduit en arabe, mais presque tout le reste nécessitait une bonne compréhension de l'anglais ou du français ou de l'allemand académique, une connexion Internet haute vitesse ou les moyens d'acheter ou d'emprunter des livres coûteux et à faible tirage. Pour les Irakiens, il y a peu d'occasions d'apprendre des recherches actuelles sur le passé ancien de l'Irak. Les livres en arabe sont encore en circulation, bien sûr, mais ceux des années 60 et plus tard sont entachés par leur connotation politique. Et ceux des années 50 et antérieurs sont malheureusement dépassés. La plupart des musées ne sont pas encore en mesure d'offrir une éducation publique, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Les médias imprimés et diffusés sont très fragmentés et se concentrent principalement sur des questions d'intérêt politique et maintenant de la guerre. Puis, plus je pensais à la situation, plus problématique sur le plan éthique elle semblait. Dans cette configuration, d'où viennent les nouveaux historiens, les archéologues et experts du patrimoine culturel en Irak? Et comment en sont-ils formés? Il y a 33 universités d'État en Irak, 13 d'entre elles au Kurdistan et 22 autres universités privées. Au cours des 30 dernières années, tous ont souffert de l'immigration académique, du manque d'investissement dans les infrastructures et de la formation, etc., et d'une bureaucratie lourde. Les plus intelligents 15% des jeunes sont amenés à étudier l'ingénierie, la médecine et la pharmacie. Même mes amis mathématiciens se plaignent qu'ils ne recevront pas les étudiants les plus intelligents. Les historiens et les archéologues ont des problèmes beaucoup plus grands de recrutement. Depuis 2009, néanmoins, il existe un vaste programme de bourses d'études financé par le ministère de l'Enseignement supérieur qui a soutenu plus de 25 000 étudiants à ce jour pour étudier à l'étranger. Il existe également une pléthore de programmes européens et américains similaires pour les étudiants diplômés irakiens. Mais la plupart de ceux vont naturellement aux étudiants aux sciences, en technologie et en médecine, etc., pas dans les sciences humaines. La plupart, mais pas la totalité des universités d'État ont des départements d'archéologie ou de l'histoire ancienne ou du patrimoine culturel. Beaucoup de collègues irakiens estiment qu'ils travaillent dans un vide, isolé et inconnu dans leur propre pays et à l'étranger. Par exemple, ce printemps, il y a 3 mois, j'étais la première universitaire internationale à visiter le département d'archéologie à l'université de Bagdad depuis la guerre de 2003. N'est-ce pas choquant? Néanmoins, les gouvernements du monde entier commencent à voir la valeur économique et sociétale dans le soutien des sciences humaines. L'Irak y inclut maintenant. À Londres, il y a quelques années, the British Academy a préconisé de prospérer judicieusement dans les mots de son directeur Lord Stern. Il parle de la clarté conceptuelle et la recherche et l'analyse impartiale fondée sur des preuves, ainsi que l'ouverture d'esprit et de la créativité dans l'exploration de nouvelles idées. Ces idées peuvent promouvoir le discours politique et public raisonné, en apportant de nouvelles connaissances et des nouvelles idées. Il ne s'agit pas seulement des avantages économiques
évident pour les industries créatives, culturelles et touristiques. Une section particulièrement puissante de ce document affirme que l'histoire locale, et en ce cas, elle parle de l'histoire locale de Britannique, mais nous fait savoir qui nous sommes. L'identité et le bien-être sont inexorablement liés. Peut-être encore plus pertinent pour l'Irak actuel, en expliquant comment les récits du passé ont été créés des différences actuelles, les historiennes peuvent nous aider à célébrer la diversité et non pas seulement à tolérer les différences. Comme le dit l'historienne Diarmuid MacCulloch, en particulier dans une démocratie comme Bretagne, comme Irak, raconter l'histoire est vraiment très important car tant de personnes sont impliquées dans la prise de décision, même si ce n'est qu'un vote lors d'une élection. Ou, comme mon ami Saad Eskander, qui était à ce moment-là le directeur de la Bibliothèque et des Archives nationales de l'Irak, m'a dit en 2013, « Si nous ne nous connaissons pas, à qui reconstruisons-nous ce pays? Si nous ne pouvons pas regarder en arrière, nous n'avons pas de mémoire, nous n'avons pas d'identité et nous ne pouvons pas aller de l'avant. » Dans cette optique, il est difficile de soutenir l'argument selon lequel l'histoire, y compris l'histoire ancienne, n'a pas sa place dans l'avenir d'un pays. Et donc, pour toutes ces raisons, au cours de l'année dernière, j'ai travaillé avec des collègues irakiennes et avec UNESCO Irak pour créer un réseau de recherche nationale qui vise à repenser l'histoire de la Mésopotamie comme histoire locale et à restaurer la valeur des savoirs locaux et la propriété locale du passé. Nous avons appris juste hier que le projet a atteint la liste finale de financement du Arts and Humanities Research Council et sera approuvé finalement à la fin du mois prochain. Le réseau Nahrain vise à développer de manière significative les capacités des universités, des musées et des archives et des sites du patrimoine culturel, à favoriser la croissance économique et culturelle dans l'Irak et dans la région élargie. Pour commencer, il y aura 3 centres d'activité. Le co-directeur Saad Eskander, comme vous voyez là-bas, encore une fois, dirigera un centre de recherche à l'Université de Kurdistan à Erbil, on verra là-haut, et enquêtant sur l'héritage politique moderne de l'Antiquité irakienne. À Basra, là-haut, le directeur du musée, Katan Al-Abid, travaillera avec Paul Collins du musée Ashmolean à Oxford pour développer le rôle des musées et des sites du patrimoine culturel. Et à Bagdad, je travaillerai avec des collègues inclus mon ami Nawala Al-Mutawali et ses collègues pour rechercher des moyens plus efficaces d'enseigner de l'écriture cunéiforme aux étudiants universitaires et former la prochaine génération de chercheurs sur l'histoire ancienne. Si le réseau obtient l'approbation finale, nous commençons à travailler en septembre prochain et continuons pendant 4 ans. Pour Nawala et moi, notre objectif immédiat sera de rendre l'écriture cunéiforme plus accessible, plus compréhensible. Ce besoin est particulièrement important pour les étudiants en Irak et, j'espère, en série d'après-guerre quand cela se produit. Pour eux, apprendre la langue acadienne elle-même, cachée sous l'écriture cunéiforme, est un peu moins pénible que pour nos étudiants européens.
car l'acadien et l'arabe appartiennent à la même famille de langage. Mais j'espère que nos résultats seront utiles aussi dans le reste du monde. Comment allons-nous faire cela? Revenons au passé ancien pour un instant. Dans la première de mes conférences, j'ai soutenu que dans l'époque paléo-babylonienne, la formation scribale formelle était trop compliquée pour les besoins quotidiens de la plupart des gens. Au lieu de cela, elle renforçait le sens propre de l'identité collective des scribes professionnels et persuadait leurs clients riches qu'ils achètent plus que l'expertise banale. Nous avons vu aussi que ces riches clients se rendaient en apprenant le minimum pour lire et écrire des lettres et des documents administratifs et légaux. Ils ne s'inquiètent pas beaucoup de la précision. La semaine dernière, nous avons vu que, certainement en Grande-Bretagne et d'une certaine mesure en Allemagne et aux États-Unis, le curriculum cunéiforme moderne est aussi mal adapté aux besoins des historiens anciens. Il en va de même en Irak. Laissons-nous explorer un peu plus loin dans l'histoire pour voir ce que nous pouvons faire à ce sujet. Il y a quelques années, Nick Veldhuis a proposé un modèle tripartite de la connaissance de cunéiforme dans l'époque paléo-babylonienne. À une extrémité de l'échelle, a-t-il dit, était la connaissance fonctionnelle, en connaissant assez de cunéiforme pour écrire une lettre ou lire un document administratif ou juridique de base. Dans la première conférence, nous avons vu que Utu, le prêtre lamentant du Sipar du XVIIe siècle, et Ahi Ilikam du Tel Hebe du XVIe siècle, avaient juste ce genre de connaissances. Puis, dit Veldhuis, il existait une connaissance technique, la capacité de lire et de travailler avec des genres spécialisés des textes, comme la divination, la médecine ou les incantations. Veldhuis ne donne aucun exemple d'individu particulier, mais nous les avons rencontrés dans la deuxième conférence. Les archipels guérisseurs stagiaires comme Kitse Ashur dans la ville d'Ashur au 7e siècle ou Anu Ixo dans la ville d'Uruk au 5e siècle apprendraient probablement la connaissance technique. Ils passeraient ensuite à utiliser ces compétences à lire et écrire dans leur vie professionnelle. Le troisième niveau connaissance cunéiforme, selon Veldhuis, était la connaissance savante. Alors que la connaissance fonctionnelle et la connaissance technique sont des compétences dans la lecture et l'écriture de différents types de textes, la connaissance savante se réfère principalement à la connaissance du système d'écriture pour son propre intérêt. Cela implique comprendre toutes les lectures possibles et impossibles de chaque signe de cunéiforme et de chaque combinaison de signes, et en étudier l'histoire de son utilisation. La réalisation de la connaissance savante de cunéiforme était l'objectif ultime de la formation scribale formelle dans la période paléo-babylonienne, affirme-t-il. Comme spécialiste de la tradition lexicale cunéiforme, Veldhuis est très intéressé par les connaissances savantes et moins intéressé par les autres types de connaissances. Mais je suggère que nous, comme assyriologues, devons accorder beaucoup plus attention aux connaissances fonctionnelles et techniques, à la fois en tant que chercheurs et comme enseignants. Au début des années 2000, plusieurs collègues différents ont démontré que dans l'ancien Moyen-Orient, la plupart des gens, pour la plupart du temps, partaient parfaitement avec 80 à 100 syllabes différentes et
30 à 50 logogrammes différents, c'est-à-dire les signes pour les mots entiers. Ainsi, on pourrait argumenter, nous pourrions commencer par enseigner ce noyau de signes à nos étudiants et lire les textes quotidiens que les personnes ordinaires lisent et écrivent. Mais ce n'est pas aussi immédiatement utile que cela semble, car le répertoire principal des signes diffère d'un endroit à l'autre et de temps, d'une manière qui n'a pas encore été entièrement quantifiée. Il devient clair, en regardant ces études, que cunéiforme n'était pas en fait une seule écriture, plus que l'alphabet est ou était pour nous. Il a pris plusieurs formes différentes au cours de ces 3 millénaires d'existence, dans le nombre de signes qui comprenaient l'écriture entière, dans l'aspect visuel de ces signes et dans le sens que ces signes pourraient signifier. Bien sûr, ce n'était pas une nouvelle connaissance pour les assyriologues. Nous apprenons à identifier et reconnaître ces différences dans notre travail quotidien, même si elles ne sont que très grossièrement documentées dans les manuels de cunéiforme. Ceux de là-bas fait beaucoup mieux de reconnaître la variance et le changement que celui de Borger. Pire encore, le manuel de Borger, juste comme les chrestomaties de style victorien que nous avons regardées la semaine dernière, suppose toujours que l'écriture néo-assyrienne du 7e siècle est l'écriture cunéiforme par défaut, et que toute autre variété de cunéiforme est subordonnée à cela. Prenons le point de vue opposé. Il existe une branche de la sociolinguistique moderne qui considère toutes les orthographes comme profondément personnelles. Même dans les sociétés comme la nôtre, où les pratiques d'orthographe sont dictées et réglementées par des autorités externes, les orthographes changent sous la pression sociale. Les sous-cultures peuvent marquer la différence en choisissant d'épeler des noms ou des mots-clés de manière non autorisée. Pensez à des graffitis, par exemple, ou à d'orthographie qui on voit souvent sur les réseaux sociaux. Toutes ces cultures d'orthographie sont des sujets de recherche sérieuses par les linguistiques. Le fait est que les orthographes sont à la fois des comportements appris et des expressions d'identité. Un élève peut choisir de copier exactement les habitudes d'orthographe de leur enseignant, ou il peut choisir le propre moyen de communiquer. C'était certainement le cas en Mésopotamie. Il y a 2 semaines, nous avons vu en passant qu'au 7e au 6e siècle avant, les élèves pratiquaient l'orthographie des mots akkadiens de différentes façons. Reprenons ici l'un de ces exercices très courants maintenant. Comme vous voyez là-haut, l'élève apprend l'équivalence entre 2 styles différents d'écriture syllabique. Dans la première ligne de chaque paire, le verbe se termine par une syllabe dite fermée, c'est-à-dire consonne, voyelle, consonne. Dans la deuxième ligne, le même verbe est écrit à nouveau, cette fois avec 2 syllabes dites ouvertes, consonne, voyelle ou voyelle, consonne. Et l'élève a peut-être bien aussi appris à écrire des verbes avec des logogrammes, soit par des listes lexicales, soit en les rencontrant dans d'autres exercices pédagogiques. Ainsi, dans la période néo-babylonienne, les étudiants pourraient apprendre qu'il y avait au moins 3 orthographes légitimes d'un mot. Dans l'époque paléo-babylonienne, en revanche, le programme ne leur donnait aucune indication explicite sur les orthographes akkadiennes.
Les étudiants ont simplement dû apprendre en copiant leurs supérieurs ou, comme nous l'avons vu dans le cas de Ahi Ilikam, simplement faire une orthographe selon le son du mot. À première vue, cela semble désespéré pour nos pauvres étudiants. Comment pouvons-nous leur donner des instructions contrôlées en cunéiforme si le cunéiforme lui-même était apparemment si incontrôlé? Enfin, ce n'est pas un cas entièrement sans espoir. Grâce au grand corpus numérique de textes cunéiformes qui ont été assemblés au cours des 20 dernières années dans le monde entier. Ici à Paris, comme je suis sûre que vous le savez, le professeur Charpin et son équipe dirigent le projet Archibab, spécialisé dans les lettres et les documents de l'époque paléo-babylonienne. Quant à moi, j'ai également participé à la création et la gestion des bibliothèques en ligne des textes cunéiformes pendant 20 ans. Tout d'abord avec le pionnier projet ETCSL, Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, à l'université Oxford. Mais au cours de la dernière décennie, j'ai travaillé avec mes collègues Steve Tinney et Nick Feldhaus pour créer ce qu'on appelle maintenant ORAC, the Open Richly Annotated Cuneiform Corpus. Permettez-moi d'expliquer ce qu'est ORAC et comment cela peut nous aider à mieux comprendre la famille de scripts d'écriture cunéiforme. ORAC est ouverte, open, dans plusieurs sens. De toute évidence, les données et les outils qu'il fournit sont publiés sans une licence Creative Commons Attribution Share Alike, ce qui signifie que tous les utilisateurs et les développeurs sont libres d'accéder, de créer et de réutiliser le matériel ORAC sans autorisation formelle, pour autant qu'ils attribuent le travail original à ses créateurs et ses bailleurs de fonds. Tout aussi fondamentalement, le comité de direction d'ORAC, le 3, s'engage dans les principes du travail collaboratif et coopératif. Notre objectif est de fournir des ressources basées sur des normes bien documentées, aussi simples, flexibles et adaptables que possible aux besoins des utilisateurs et supportées par l'espace serveur gratuit, les sauvegardes et les contacts personnels avec nous. ORAC vise à encourager le développement, bien sûr, d'un corpus cunéiforme. C'est complet, aussi inclusif et exhaustif que possible, à travers des langues sumériennes, akkadiennes, hittites, élamites, aramaïques, persans, etc., les types d'écriture, les tons, les lieux et les genres. Et il le fait en facilitant des projets individuels basés sur le corpus à travers le monde, chacun avec ses propres objectifs et financements. Les projets minimum consistent en des translittérations alphabétiques des textes cunéiformes avec les métadonnées de catalogue associés, mais ORAC encourage également la fourniture de traductions dans n'importe quelle langue moderne ou plus d'une langue, ainsi que divers types d'annotations. Le corpus d'ORAC peuvent être richement annotés, richly annotated, dans plusieurs sens. ORAC fournit divers outils pour l'annotation linguistique du texte cunéiforme, de la lemmatisation, c'est-à-dire l'association des orthographes individuelles aux mots-clés du dictionnaire pour la génération de glossaires, à l'analyse de systèmes numériques dans les contextes économiques, mathématiques ou astronomiques, par exemple, la prosopographie, c'est-à-dire des modèles de dénomination, et les réseaux sociaux anciens, qui commercent ou s'entraînent ou communiquent avec qui. Enfin, ORAC offre également des installations pour créer des sites Internet pour taille qui servent d'introduction à des projets individuels. Ce site permet aux projets de présenter des éléments explicatifs ou complémentaires au public non spécialisé.
ce qui soit des essais pédagogiques, des glossaires, des termes techniques, des résumés des buts et des constatations du projet ou tout autre contenu. À ce moment, maintenant, Orac comprend plus de 75 000 éditions textuelles, de plus de 12 millions de mots, ainsi que 3 000 pages de contenu éducatif, totalisant plus de 2 millions de mots. Orac est un partenaire clé du réseau Nareen. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'un de nos principaux objectifs de Nareen est de réduire l'isolement international des universités du Moyen-Orient. Un autre est de rechercher des moyens localement appropriés pour former la prochaine génération de chercheurs dans l'histoire ancienne du Moyen-Orient, le patrimoine culturel et domaines connexes. Un tiers est d'aider le public local à faire le sens du patrimoine local dans les langues locales et les contextes locaux. Au Moyen-Orient, les livres et journaux sont souvent prohibitifs ou impossibles à trouver. Mais presque tout le monde utilise des smartphones et d'autres appareils portables. Les résultats en ligne à accès ouvert et réutilisables sont donc une solution naturelle pour accroître l'accessibilité de la recherche académique, du matériel pédagogique et des ressources pour les publics intéressés. Nous devrons apporter des adaptations de la base de code d'Orac. Les programmeurs chez moi à UCL commencent à travailler cet été sur les 2 tâches les plus importantes. Nous avons besoin d'adapter la présentation du site Internet de Orac de sorte qu'il soit bon pour les petits écrans. Ce sera utile pour nous tous, partout. Et nous devons également tenir compte de la bidirectionnalité des écritures, c'est-à-dire non seulement les alphabets occidentaux, écrits et lus de gauche à droite, mais aussi des écritures de droite à gauche, telles que l'arabe. Non seulement dans le site lui-même, mais aussi dans le logiciel que les assyriologues utilisent pour éditer des textes anciens et écrire des explications historiques. Cela permettra aux tous membres du réseau Nareen d'utiliser Orac à sa pleine capacité, soit en anglais, soit en français, soit en arabe. Mais nous réactivons également le travail que j'ai fait il y a 5 ou 6 ans avec ma collègue Greta Van Boilera à Cambridge pour analyser et quantifier la configuration exacte des différents types d'écriture cunéiforme. Lorsque nous avons commencé ce projet en 2010, nous l'avons conceptualisé comme un outil de recherche pour comprendre les habitudes quotidiennes d'écrire de cunéiforme dans l'Antiquité. Mais maintenant, nous voulons le reformuler pour l'utilisation dans la salle de classe assyriologique aussi. Comme vous savez, les signes cunéiformes peuvent avoir plusieurs fonctions différentes. En particulier, ils peuvent représenter des mots entiers, c'est-à-dire des logogrammes, des syllabes ou des nombres. Mais aussi, un signe peut servir une ou plusieurs de ces fonctions, selon le contexte, et plus d'un signe peut avoir le même son. Nous avons vu la semaine dernière à quel point cela était déroutant pour les déchiffreurs victoriens. Mais l'analyse d'Orac peut réduire considérablement cette confusion. Pour tout texte unique ou tout groupe de textes, il peut montrer combien de signes différents ont été utilisés, leurs fonctions et leurs valeurs, et où ces valeurs appartiennent. Les assyriologues savent intuitivement, par exemple, que le mot « et » peut être écrit avec les signes que nous appelons U et U3, mais jamais avec les signes U2 ou U4. Nous sentons aussi qu'il existe des règles
sur les signes à utiliser au début ou à la fin d'un mot. L'analyse d'Horak peut décrire toutes des habitudes précisément. Permettez-moi de vous donner un exemple de la recherche que Greta et moi avons fait il y a 5 ans. Nous étudions les habitudes d'écriture de Anu Iksho, l'archipel stagiaire que j'ai discuté il y a 2 semaines, ainsi que d'autres savants des vies babyloniennes d'Uruk et Nippur. Compte tenu du fait que nous n'avions pas la même quantité de données pour chaque individu, nous pourrions montrer que ces savants utilisaient systématiquement environ 450 valeurs de syllabes akkadiennes, sans une gamme de genre. On a exclu les valeurs logographiques pour cette étude. Comme nous le savons, c'était environ 4 fois plus que strictement nécessaire, et donc offrait aux scribes savants une large gamme de choix orthographiques. En particulier, ils pouvaient choisir entre les syllabes ouvertes et syllabes fermées, comme vous avez vu, comme ils étaient enseignés dans les études élémentaires. Lorsque nous avons examiné des variations dans notre groupe de savants babyloniens, nous avons constaté que les archipels de Uruk étaient extraordinairement cohérents dans leur choix. Pendant plus de 3 siècles, les hommes des 2 familles de Shangunanurta et de Ekrozaki utilisaient les valeurs fermées, c'est-à-dire consonnes, voyelles, consonnes, plus fréquemment que les syllabes ouvertes, dans un ratio assez petit, c'est-à-dire environ 8 à 7. Les voisins à la ville de Nippur, quant à eux, ont préféré les syllabes fermées, consonnes, voyelles, consonnes, dans un rapport de 3 à 2. C'était une différence dramatique. En écrivant les mêmes genres de textes. Celles-ci étaient les habitudes générales de la communauté, transmises de génération en génération. Au niveau individuel, cependant, nous avons également trouvé des variations sur prénoms. Il y a 2 particules négatives différentes dans l'acadienne, dont l'une peut être écrite de 2 manières différentes, de la et la 3. Et ce choix semble avoir été tout à fait personnel. Toutes ces colonnes représentent un individuel différent. Vous voyez, ce sont seulement des membres d'une famille ici et une autre famille. Ce sont extrêmement différents. À l'autre côté, le mot chat, utilisé pour le mot de ou ce, peut également écrit de 2 façons différentes, c'est-à-dire chat de ou simplement chat. Mais vous voyez ici que les savants d'Uruk ont constamment préféré le chat de, le signe le plus simple. Bien sûr, pour les enseignants et les étudiants de cunéiforme, cette analyse comparative détaillée sera moins utile. Mais j'espère qu'elle ouvrira de nouvelles avenues incroyables de recherche pour les étudiants diplômes et d'autres chercheurs. Mais les données orthographiques que Horak produit sont un réseau pédagogique étonnant. On peut avec Horak déjà créer des listes de textes sur mesure à partir de nombreux projets différents d'Horak et générer des glossaires et des mots pour eux. Voici par exemple le corpus que j'utilise pour un cours dans les temples de la Mésopotamie de la première millénaire avant. La liste sera également la liste des signes cunéiformes également en mesure de donner des informations précises sur la façon dont chaque signe est utilisé, en chiffres, en logogrammes, en syllabes au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Nous serons en mesure de donner à nos étudiants précisément les ressources dont ils ont besoin pour lire et pour comprendre tout un ensemble de textes cunéiformes.
Pour conclure, je m'attends que dans un proche avenir, nous puissions capitaliser sur les meilleures pédagogies anciennes et les meilleures nouvelles technologies. J'espère sincèrement que nous pouvons abandonner la mémorisation et la répétition de quelques textes canoniques et que nous nous concentrons plutôt sur la connaissance fonctionnelle de cunéiforme. Pour nos étudiants au début, ce sera un énorme soulagement s'ils ne peuvent se concentrer que sur les signes, le vocabulaire et la grammaire dont ils ont besoin pour maîtriser un texte ou un genre particulier, quelle qu'en soit l'origine. Il sera également beaucoup plus facile pour les étudiants de se spécialiser dans un seul domaine, avec un enseignant tout seul. C'est-à-dire d'acquérir une connaissance technique en cunéiforme. Je pense ici à une de mes étudiants de doctorat récent, qui avait un fond dans les classiques, qui faisait des recherches sur l'histoire administrative de l'Empire séleucide. Son ancien professeur avait recommandé qu'il fallait étudier les rituels anti-sorcellerie assyriennes pour comprendre la cunéiforme. Pour elle, c'était absolument effrayant et elle ne comprenait pas pourquoi il faut lire ces choses quand elle voulait étudier les textes administratifs des siècles beaucoup plus tard. De cette façon, notre sujet, notre source, deviendront beaucoup plus accessibles aux chercheurs d'autres domaines. Et, quant à nos étudiants spécialisés, nous pouvons leur enseigner à lire des textes de différentes époques et de différents lieux et de différents genres. Et ils auront une compréhension beaucoup plus explicite des relations entre les différents membres de la famille des écritures cunéiformes. De cette façon, nous pouvons également améliorer notre enseignement de la connaissance savante. Enfin, et pour moi c'est le plus important, en rendant la pédagogie et la recherche en cunéiforme plus accessibles sur les petits écrans et en arabe, il peut rentrer aussi où le cunéiforme appartient, c'est-à-dire en Irak et en Syrie. Beaucoup. Merci.